12 février 1914. Au cœur de l'Afrique, en République démocratique du Congo, en la province du Bas-Congo, dans le secteur de Ntimanti, sur la colline sainte de Nkamba. Naquit le 12 février 1914 de l'union de papa Simon Kimbangu et de maman Marie-Moulou Kiawanga. Leur fils aîné, sa grandeur Kisolo Kelelukelo Charles Daniel. Non seulement le 12 février 2014, nous commémorons le centenaire, c'est-à-dire le 100e anniversaire de la naissance de cette personnalité historique, mais plutôt toute l'année 2014 lui est dédiée. À 7 ans, dès son jeune âge, Kisolo Kelelukelo Charles Daniel est le témoin oculaire de deux événements majeurs d'importance à la fois inaugurale, eschatologique et à l'échelle universelle et donc mondiale. Il s'agit de la guérison miraculeuse de Maman Kiantondo, de la manifestation de la divinité de Papa Simon Kimbangu de le Saint-Esprit, libérateur de l'homme noir du joug, de l'esclavage minéraliste, 4400 ans, exécuteur ou réalisateur testamentaire à la fois de l'indépendance spirituelle et de l'indépendance politique de la race noire. De l'indépendance politique. 40 ans auparavant, en pleine nuit de l'oppression coloniale, sans aucun signe, précurseur ni aucune perspective d'avenir favorable, Papa Simon Kimbangu prophétisera l'avènement de l'indépendance politique du futur des États africains. Ceux-ci vont apparaître sur la scène internationale, obtenir leur personnalité juridique et rester à l'ONU en 1960. Ils avaient acquis un statut politique nouveau, celui de nouveaux États africains politiquement indépendants, accédant à la souveraineté internationale. Mais ces nouveaux États-nations vont demeurer néocolonisés. Un statut économique radicalement différent de l'ancienne mise en valeur et ses ex-territoires coloniaux, celui de pays en retard de développement et donc pays en voie de développement économique, mais ils devinrent pays souverains et sous tutelle monétaire et financière. Pays dépendant et dominé par les anciennes puissances coloniales. Un statut social culturel de peuple ou de nation, et donc de population autochtone, présentant la durée réalité spécieuse de pays sans traction sociale, sans attache ni arrimage propre au lieu de mémoire collective, sans possibilité d'intégration eschatologique dans l'histoire universelle, pour le dire autrement, hormis l'histoire de la traite négrière et de la colonisation. En outre, par cette occasion, nous rappelons que sa grandeur Kisolo Kelelukelo Charles Daniel décrocha brillamment son diplôme de l'école moyenne supérieure au bout de 9 ans, fut recruté par les frères missionnaires des écoles chrétiennes comme moniteur pendant 2 ans. Ses services furent très appréciés et par ses supérieurs hiérarchiques. Il rencontra un très grand succès dans l'exécution de son travail. Par ailleurs, il faut le rappeler que aussitôt démis de ses fonctions de moniteur à la colonie scolaire de Boma, Kisolo Kelelukelo Charles Daniel, toujours en relégation, accomplit une brillante carrière de 30 années dans l'administration coloniale. Il termina sa carrière administrative au grade d'agent territorial principal à Madouda, territoire de Thiela, dans le district du Bas-Congo. Kisolo Kelelukelo Charles Daniel fut un grand commis de l'État du Congo belge et le pionnier de l'indépendance de la République démocratique du Congo lors de la table ronde à Bruxelles en 1960. En outre, l'homme d'État, sa grandeur Kisolo Kelelukelo Charles, fut admis avec mention très honorable au concours d'agent territorial, ce qui lui permit de devenir le premier noir administrateur territorial de la colonie du Congo belge avec pour lieu d'affectation Thiela.
L'homme religieux, sa grandeur Kisolokile Lukelo Charles Daniel, prophétisa la date de sa disparition physique en ces termes. Moi, Charles Kisolokile Lukelo Daniel, je mourrai un 17 mars. J'irai m'asseoir sur mon trône ou ma chaise longue en combat, d'où je dicterai mes préceptes et prescrirai mes lois au monde entier. L'homme politique, sa grandeur Kisolokile Charles Daniel, œuvra diplomatiquement et travailla pacifiquement à la conquête de l'indépendance politique de la RDC et de l'Afrique en général. Sa grandeur Kisolokile Lukelo Charles Daniel, l'homme du 12 février 1914, occupa plusieurs fois les postes ministériels en qualité de ministre du Travail et de Prévoyance sociale dans les gouvernements Lumumba, Iléo II, à Douala, en République démocratique du Congo. Fort de ses expériences ministérielles, sa grandeur Kisolokile Lukelo Charles Daniel participa à la création de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Il devint le président fondateur de cette institution qui fut créée sous l'égide de la direction du Bureau international du travail, BIT, à Genève en Suisse. L'homme du 12 février 1914, sa grandeur Kisolokile Lukelo Charles Daniel, le pionnier de l'indépendance, intervint diplomatiquement avec tact et brio lors des incidents de Tisseville pour la libération des officiers belges qui furent détenus et pris en otage par les militaires congolais, mutins de la force publique au camp Hardy, actuel camp Colonel Ebeya. L'homme politique, sa grandeur Kisolokile Lukelo Charles Daniel, fut élu député national pour le compte de l'Abaco, Alliance des Bas-Congo. Il présida aux destinées de plusieurs conseils d'administration de nombreuses grandes entreprises en République du Congo et dans bien d'autres pays de par le monde. L'entrepreneur ou l'homme du politique au sens managérial et entrepreneurial, sa grandeur Kisolokile fut parmi les évolués. Une présentation de Ntsongola Justnei Vianney Akela, la réalisation de Papa Feli Moussangi, la coordination de Alphonse Mibalokidi. Excellentes conditions d'écoute à toutes et à tous. Bonjour Papa Ndomassi. Oui, bonjour. Papa Ndomassi, je rappelle à tous nos téléspectateurs de la radio-télévision Kimangiste, aujourd'hui nous avions reçu dans ce plateau Papa Ndomassi Zana. Papa Ndomassi, vous êtes un musicien kimbangiste, un musicien de la fanfare kimbangiste, je dirais. Vous êtes également un chercheur indépendant. Vous êtes également directeur de marketing à la Sokubek. Alors Papa Ndomassi, avec vous, nous allons parler surtout de la vie politique de Papa Charles Kisolokile, le fils aîné du fondateur de l'église kimangiste, bien sûr, Papa Simon Kimangou, et de Maman Marimou Lukewanga. Alors je vous rappelle également, Papa Ndomassi, vous avez dirigé l'église kimangiste en Afrique australe. Alors pour commencer, nous allons tout d'abord parler de la conférence d'Accra. La conférence d'Accra a eu lieu, je crois, en 1957. Parlez-nous d'abord de cette conférence. Ok, c'est une conférence au cours de laquelle les pays africains ont commencé à prendre conscience de leurs valeurs. Parce qu'en fait, depuis la colonisation, l'homme noir, comme vous le savez, a été marginalisé. Et c'est pendant cette conférence que les valeurs nègres ont commencé un peu à surgir. C'est à cette conférence-là que les Africains ont eu quand même le courage d'exposer leurs problèmes à la surface du monde. C'est après cette conférence que les partis politiques africains ont commencé à être créés. Nous citerons en l'occurrence l'Abaco, où d'ailleurs Papa Kisolokile était d'ailleurs parmi les fondateurs, si pas l'initiateur même de l'idée. Parce qu'en fait, ce que les gens ignorent, l'Abaco n'était pas simplement un parti politique, c'était un mouvement où les évolués Bakongo se réunissaient
Parce que vous devez garder en mémoire que l'indépendance était d'abord fruit du kimbanguisme comme mouvement. Et si nous parlons du kimbanguisme, nous voyons à la genèse du kimbanguisme Papa Charles Kisolokele. Il était mieux placé pour organiser cette structure. Mais étant apolitique, il ne devait pas se présenter comme président de ces partis politiques ou organisateur, mais il était dans les coulisses. Donc je pense que c'est un peu ça. Alors, mais quel est l'apport de sa grandeur Charles Kisolokele à la conférence d'Accra? Oui, à la conférence d'Accra, Papa Kisolokele était parmi les évolués de l'époque. Vous savez, il a dirigé dans la territoriale depuis déjà les années 39. Donc il était mieux placé pour parler de la situation de l'homme noir, parce qu'il était déjà dans l'administration. Depuis les années 39, comparativement à ses pairs qui ont assisté à cette conférence, c'était un vieux routier de la politique déjà. Donc il avait des idées claires pour parler de la situation du noir. Alors, et quel était le fruit de cette conférence? Mais c'est comme je l'ai dit, c'est après cette conférence qu'il y a eu création des partis politiques. Donc c'était quand même un rebondissement positif de cette conférence. Après cette conférence, il y a eu l'organisation des partis politiques en Afrique, l'ABACO, le CONACAT, le PCA, le Balubacat et après le MNC de Lumumba. Donc c'est le fruit de ce travail-là qu'ils ont abattu à la conférence d'Accra. Alors donc là nous sommes en 1957, c'est donc au temps colonial. Là nous sommes donc au Congo belge, on va parler de l'ABACO comme vous venez de le citer. Alors quel était en fait l'ABACO en réalité? C'était quoi? Et c'était l'initiative de qui? Et qu'est-ce qui était comme l'objectif de l'ABACO? Ok, merci. Je pense que je vais vous étonner. Je serai parmi peut-être les premières personnes qui le diront comme ça. L'ABACO était le branche politique du kimbanguisme. L'ABACO avait une mission de mener un combat pour la liberté de l'homme. Or, vous savez comme moi que tout ce que Papa Simon Imbangu a prêché, c'était la liberté de l'homme, sous toutes les formes. Eh bien, l'ABACO a été créé juste pour réveiller la conscience du Congolais. Mais vous allez me poser la question, pourquoi les Bakongo? Mais les Bakongo ont été à la genèse de cette histoire. C'est les Bakongo qui ont réussi la première personne à avoir parlé de la liberté. Eh bien, Papa Kisolokele, étant fils de cette personne, devrait tout faire pour organiser cette chose. D'ailleurs, à la fin, je vous dirais même que Papa Kisolokele était parmi les premiers Congolais à être jugé devant une grande cour, des grandes cours et tribunaux à cette époque-là. Donc il avait déjà la matière avec lui. Donc je pense qu'en un mot, c'est ça. Alors, mais vous dites que l'ABACO, c'est donc Papa Kisolokele, il est aussi l'un des cofondateurs de l'ABACO. Alors, mais quelque part aussi, on dit l'ABACO ou Papa Kisolokele, il est cofondateur. Également, à un moment donné, c'est Papa, c'est comment ce qu'on appelle le président Kasavubu, je dirais. Comment le président Kasavubu étant un peu loin, mais il sera président de cette association, s'il faut le dire. Ok, merci. D'abord, je vais rectifier un peu. L'ABACO était créé par les ressortissants du Cataracte et de la Lukaya. C'est-à-dire que vous prenez Mbanzangungu qui sont tous aux environs. Le président Kasavubu était originaire du Bas-Fleuve, dans les Mayombe. Donc, à la création de l'ABACO, il n'était pas présent. Mais Papa Kisolokele a étudié à Boma, là vous le savez. Il a étudié à Boma. Je pense qu'il a su comprendre la valeur du président Kasavubu, parce que dans l'ABACO, il y avait les codes moraux. À sa création, il y avait Arthur Pinzi et après Nzezalando. Mais il y avait un code moral que tout président devait respecter. C'était entre autres le précepte kimbanguiste. Le président de l'ABACO devrait être marié à une seule femme. Or, ce n'était pas le cas avec Arthur Pinzi et Nzezalando. C'était des polygames. Donc, on devait chercher une personne moralement inattaquable, une personne avec une vie claire et modeste. C'est comme ça, Papa Kisolokele pointa Kasavubu. À la création de l'ABACO, Kasavubu n'était pas là. Il n'était pas là.
Alors, et d'où où est-ce que cette cérémonie a eu lieu? Et là, nous sommes en quelle année? Parce qu'au départ, on dit l'Abaco, c'est tout d'abord quelque chose qui était d'abord dans la clandestinité. C'est à un moment donné qu'il sera officiellement. Oui, l'intronisation du président Kasavubu comme président de l'Abaco a eu lieu en Kamba, Jérusalem, bien sûr. C'était à l'époque de Maman Mouilo Kiawanga. Parce qu'à l'époque de Maman Mouilo, les enfants du papa Simon Kimbangu ne prenaient aucune initiative sans associer leur mère. Et vous verrez dans l'histoire du papa sur lequel, à un moment, il séjournait en Kamba pendant cette période pour exactement préparer l'arrivée du président Kasavubu en Kamba en tant que président de l'Abaco. Mais c'est comme vous le savez, les histoires kimbanguistes, les gens ont du mal à les dire. Je ne sais pas, ils se gênent de quoi et pourquoi, on ne sait pas. Donc, papa Kisoloke est descendu en Kamba pour assister à l'intronisation du président Kasavubu en sa qualité du président de l'Alliance des Bakongo. Parce que c'est aujourd'hui que l'Abaco, on se dit, écoutez, l'Alliance des bâtisseurs du Congo. Mais à l'époque, à sa création, c'était l'Alliance des Bakongo. Oui. Alors, mais pourquoi, quelles sont les raisons qui ont fait que l'Abaco soit tribal? Ok, c'est comme je dis, en fait, c'était un parti politique d'obédience tribale au commencement. Mais vous allez comprendre une chose, la relégation des prisonniers qui ont accompagné Papa Simon Kimbangu, ce n'étaient pas tous des Bakongo. Il y a eu des Équatoriens, il y a eu des Angolais, il y a eu des Brazzavillois, même 2 familles gabonaises. Ok? Alors, ces gens-là avaient été les premiers à avoir reçu le message de la liberté de l'homme. C'était à eux de la promulguer. Alors, l'Abaco a été créé à ces fins-là, pour que ces messages de libération atteignent au moins tout le coin du monde, tout le coin du Congo au départ, et de l'Afrique après. Parce que la libération qu'apprenait, la liberté qu'apprenait Papa Simon Kimbangu n'était pas une liberté purement congolaise. C'était une liberté de tout opprimé. Tout opprimé. Ce n'était pas seulement des Africains. Il y a eu des problèmes en Australie, il y a eu des problèmes même aux Amériques, je pense. Eh bien, cette liberté devrait être effective pour tout peuple opprimé. Et l'Abaco a été créé. C'était en fait d'abord un mouvement patriotique pour défendre les intérêts des Bakongo. Mais au fond, il y avait une histoire cachée. Cette histoire, c'était d'amener partout les messages des indépendances africaines. Donc, c'est ça. Et le président Kasavubu a été élevé au rang de président de l'Abaco. Parce que, en fait, les gens aujourd'hui racontent un peu de n'importe quoi. Papa Kisoloke a commencé à travailler dans l'administration depuis, comme je l'avais dit, depuis les années 39. Et le président Kasavubu, c'est après. Papa Kisoloke a eu à gérer le district du Bas-Fleuve. Mais le président Kasavubu, lui, n'a géré qu'une petite commune. Donc, voici un peu la différence. Alors, et d'où, à un moment donné, plus loin, on va parler de la table ronde. Alors, mais est-ce que... qu'est-ce qui est fait d'abord que Papa Kisolokele puisse arriver et participer à la table ronde? Ok, merci. D'abord, la table ronde, c'était quoi? C'était juste une conférence. Le participant ne devait être que de représentants des partis politiques. C'est comme j'avais dit, il y avait des représentants de Konakat, de MNC de Lumumba et de l'Abaco. Et Papa Kisolokele était parmi les poids lourds de l'Abaco. Mais entre nous, disons-nous un peu la chose clairement. Papa Kisolokele connaissait mieux le Belge que tout participant à cette table ronde. Il a été confronté à cette même administration avant tout le monde. Vous le savez, il devait répondre déjà à des questions vers les années 1921 alors qu'il n'avait que 7 ans. Donc vous comprenez l'intérêt des politiques congolais à l'amener à la table ronde. Parce qu'il connaissait mieux le Belge que quiconque. Voilà. Alors, et la table ronde qui va donner un fruit comme l'indépendance du Congo belge, aujourd'hui qu'on appelle la RDC. Alors, mais qu'est-ce qui est fait ou pourquoi on ne parle pas de Papa Kisolokele? Étrange. Franchement étrange. Regardez la photo des gens qui sont revenus à la table ronde. Papa Kisolokele est le plus élancé de tous ces gens-là. Il est juste derrière, je pense. Regardez cette photo. Il est là derrière, mais on ne parle pas de lui. Je ne sais pas pourquoi. C'est curieux. C'est curieux.
Ce qui est vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Je ne vais pas développer ça maintenant. Alors, mais Papa Guy Sologuélé, apparemment, il a vraiment assisté, pas peut-être, il a assisté, il a beaucoup fait pour la table ronde afin que la RDC, disons à l'époque, le Congo belge soit indépendant. Est-ce que vous avez des arguments à avancer? Oui, merci. Je pense que cette question est très claire. Elle est un peu pertinente, mais elle est claire. Parce que c'est comme j'avais dit, Papa Guy Sologuélé connaissait mieux le Belge que quiconque a participé à cette table ronde. Et d'ailleurs, le Belge ne pouvait pas échapper à Papa Guy Sologuélé. À chaque question compliquée, c'est Papa Guy Sologuélé qui résolvait les problèmes. Parce que les Belges avaient un compte à rendre à Papa Guy Sologuélé. C'est curieux, vraiment c'est curieux que tous ces gens-là aujourd'hui ne parlent pas de lui. C'est curieux. Est-ce que c'est cette raison qui fait que les Belges soient légers ou facilement qu'ils donnent l'indépendance à la RDC? Oui, je pense que la question ne devait pas être posée à ce sens-là. Le Belge ont cédé parce qu'il y avait la participation d'un des enfants Kimbangu dans la salle. Et que la Belgique avait une dette envers cette famille de Kimbangu. Donc, la Belgique ne pouvait que se plier aux exigences de cette famille-là. Et Papa Guy Sologuélé était parmi les poids lourds. Oublier une personne comme Papa Guy Sologuélé, vraiment, c'est une... voilà, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est comme je dis. Est-ce que selon vous, Papa Guy Sologuélé, il mérite aussi un prix noble de la paix ou de la liberté? Mais ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Rien, un décret, une signature. Il fallait quoi pour que l'avenue Tombalba soit baptisée avenue Taboulé? Il fallait quoi? Seulement la mort de Taboulé. Et André Kimbuta se prononce. C'est-à-dire que le problème ici, c'est quoi? C'est que nous n'arrivons pas à primer nos valeurs. Vous savez, juste une petite histoire. Hein? On a célébré ici la mort de Mandela, machin. Mais il y a eu un chercheur, je pense que c'est Fumototo qui passait à la RTNC. Je pense. Permettez-moi ça. Il dira non, mais non, écoutez, Mandela n'était pas plus grand que Simon Kimbangu, par exemple. Mais écoutez, il y a une chose, les gens se retrouvent, les gens se reconnaissent comme tels. Hein. On n'a pas la même moralité que Papa Guy Sologuélé, on ne sait pas l'élever. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est triste. Politiquement, nous élevons aujourd'hui Lumumba en rang d'héros, mais moi je pense que s'il faut citer les héros qui ont fait à ce que l'indépendance soit effective, on doit commencer par Papa Guy Sologuélé. Oui, on doit commencer par Papa Guy Sologuélé, parce que c'est comme je dis, l'indépendance du Congo est le fruit de l'Abaco. Or, l'Abaco a été conçu par Papa Guy Sologuélé. Et on mettait Nzezanlandu, Arthur Pindi, mais la conception, l'idée même originelle de la création de l'Abaco, c'était Papa Guy Sologuélé. Alors dans ses œuvres, Papa Guy Sologuélé, il a réalisé beaucoup de choses, notamment l'INPP. Est-ce que Papa Guy Sologuélé, il est cofondateur ou président fondateur de l'INPP? Ok, l'INPP, c'est aujourd'hui que nous pouvons la citer comme ça, mais je pense qu'à l'époque, c'était un atelier de formation professionnelle. Papa Guy Sologuélé était au fait ministre du Travail à l'époque. Il avait déjà l'idée de créer quelque chose pour la formation de la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de Koulouna et que sais-je encore, mais à l'époque, c'était déjà perspectible. Parce qu'une population, une jeunesse qui est désœuvrée, c'est livre au vandalisme. Donc, Papa Guy Sologuélé avait ce souci-là de préparer la jeunesse. Et c'est comme ça qu'il a créé ce que nous appelons aujourd'hui l'INPP. Il n'est pas parmi les fondateurs, il est le fondateur, le président fondateur même. C'est son fruit à lui. C'est son œuvre à lui qu'il a après donné à l'État. Parce qu'à la fin, après l'indépendance, il devient ministre du Travail. Il y a eu un problème. Au départ, c'était quoi? Même les écoles conventionnelles qui existent aujourd'hui, ce sont nos écoles à nous. Mais à un moment, à une période de l'histoire, vers les années 90, l'État zaïrois a repris les contrôles des écoles conventionnelles qui existent. L'INPP a été associé au ministère du Travail et de la Prévention sociale. Alors du surcroît, même les papiers ne sont pas disparus, tout est là. Non, les papiers sont là. Les documents, ils sont là. Les documents sont là. Et aujourd'hui, nous sommes plus à vanter les qualités des gens qui ne sont pas d'ici, mais nous ne savons pas voir réellement là où nous sommes. Et quand nous oublions les mérites des gens, c'est là où la société congolaise est en train de tomber.
Nous sommes tombés trop bas parce que nous n'avons pas de références. En termes de références, Papa Kisolokele est une référence. Sincèrement, c'est une référence. Mais figurez-vous, après l'INPP, aujourd'hui, qu'est-ce qui rivalise l'INPP à la formation professionnelle? Absolument rien. Oubliez ce qu'il a fait, c'est de la malhonnêteté, pure et simple. Alors également, toujours Papa Kisolokele, il a assisté à l'Organisation internationale du travail tenue à Genève. Alors quel était son apport et quel est le fruit qu'a porté? Ok, les organisations du travail, je pense nous parlons de l'OIT, tiennent leurs réunions, à l'époque c'était après 2 ans, si j'ai encore bonne mémoire, et en qualité de ministre du Travail, il ne pouvait qu'assister. Il avait déjà une idée, c'est comme je dis tout depuis le début, il a créé ce que nous appelons aujourd'hui l'INPP. Il savait déjà comment employer les gens, comment aider les gens. Vous savez dans quelle situation le monde était vers les années 60? Il y a eu des inégalités un peu partout. En Amérique, le travailleur nègre était marginalisé, les Chinois et consorts. Eh bien, Papa Kisolokele a défendu tous ces gens-là. Et d'ailleurs, il est rentré tête haute ici au pays. Il est rentré tête haute. Et c'est comme ça qu'il garda même le poste de ministre du Travail pendant très longtemps. Et même, si vous voyez l'histoire de Papa Kisolokele, fils, est passé ministre, Papa Alphonse Kisolokele est passé ministre. Je pense que c'est le travail qu'a battu Papa Kisolokele. Et Papa Kisolokele s'est battu contre les inégalités pour que la paix, l'égalité, tout ça soit présente aujourd'hui. Il s'est battu. Oublier une personne comme Papa Kisolokele, vraiment c'est une... voilà, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, c'est comme je dis. Alors Papa Kisolokele, étant tout d'abord membre de l'ABACO, et un peu plus loin, il sera ministre. Qu'est-ce qui est fait qu'il puisse être retenu dans le gouvernement du Kasavubu? Ok, on ne sait pas créer quelque chose et qu'on te tourne le dos. Il a été au commencement, il devrait continuer. Il devrait continuer, bien que le lourd de responsabilité au point de vue ecclésiastique, parce qu'à la mort de Maman Mouilou, son jeune frère, Papa Diangenda, après le relève, mais Papa Kisolokele était là en tant qu'un administratif, à aider son jeune frère, à diriger, à bâtir cette église. Il avait aussi des obligations du point de vue ecclésiastique, mais alors que l'État congolais avait besoin de lui, son expertise. C'est comme je dis, parmi le premier ministre, le premier gouvernement Kasavubu, le vieux routier était Papa Kisolokele. Il a travaillé dans l'administration depuis plus de 20 ans avant. Donc on ne pouvait que le retenir. À 7 ans, il sera jugé en Bangangongo. Il sera même arrêté avant son père. Alors il a répondu aux questions ou au jugement qu'il était devant en face des Belges, donc je dirais. Et comment est-ce que vous qualifiez cela? Et quels sont les arguments, Papa Kisolokele, qu'il avait avancé et d'être arrêté et relégué même à Boma? Est-ce que cela aussi n'était pas un plan de Dieu? Un plan de Dieu, oui, mais il y avait un programme de désinformation à l'époque, initié par la Belgique. On s'est penché plus sur l'âge de Papa Kisolokele. À l'arrestation de son père, il avait 7 ans. Alors, les Belges croyaient, pensaient, l'influencer pour qu'il témoigne négativement sur son père. Vous savez, il y a eu même des questions. Est-ce que Kisolokele, quelle différence fais-tu entre un mort et quelqu'un qui dort? Moi, je pense qu'un cadavre, ça ne respire pas. Permettez-moi les termes. Donc, il a répondu. Parce qu'il était déjà mature. À 7 ans, il a assisté à beaucoup de cérémonies où son père guérissait des malades. Il a vu des paralytiques marcher. Cela a été gravé dans sa mémoire. Comment voulez-vous qu'il oublie ça? Il ne peut pas oublier tout ça. Il est resté serein. Il dit, écoutez, vous ne pouvez pas ôter de mes yeux ce que je vis. Ce que mes yeux ont vu, vous ne pouvez pas ôter ça de ma mémoire. Et la Belgique voulait s'appuyer sur Papa Kisolokele par rapport à son âge pour déraciner ce que Papa Simon Ngimbangu avait semé. Mais vous savez, on ne peut pas combattre Dieu. On ne peut pas combattre Dieu. Franchement. Alors, quel souvenir avez-vous sur Papa Kisolokele? Étant un chercheur, un fils des responsables de l'église kimbanguiste, vous ne pouvez pas manquer un souvenir. À l'époque, je sais que vous avez vécu Papa Kisolokele, vous. Ah oui, tout à fait. Oh, beaucoup de choses. Les sourires,
un caractère blagueur des fois. Je l'ai vu une fois à Matadi, c'était vers les années 80, en train de taper sur quelqu'un. Toi, je te défends de faire ça, tu continues à le faire. Et il plaisantait, mais il tapait sur la personne. Hein. Donc, la rigueur aussi. La rigueur. C'est un peu les papas actuels. Hein. Permettez-moi, la comparaison n'est pas possible, mais c'est un peu ça. Hein. Il pouvait s'amuser, rire un peu, mais il était... Est-ce qu'à l'époque, quand il s'est penché aux côtés de son frère cadet, quelles sont les charges qu'il tenait surtout au sein de cette église? Oui, je dirais officiellement aucune charge. Avant qu'il soit reconnu comme chef spirituel adjoint, ça c'était vers les années 67, mais avant, officiellement, non. Mais en fait, c'était l'administrateur gérant de l'église. Tous les documents administratifs. Ça pouvait commencer par l'ancien secrétaire, Papa Lontadi, là. Mais avant que cela puisse être validé, il faut que ça passe chez Papa Kisoloke. En fait, c'est lui qui gérait l'administration de l'église. Il est resté comme ça. C'est l'administrateur gérant de l'église. Spirituellement, c'était Papa Diangena Ontima. Mais administrativement, c'était Papa Kisoloke. En fait, c'était l'administrateur de l'église. C'est le gérant même de l'église. Mais pourquoi Papa Simon Guimangou l'a mené partout? Mais parce qu'il savait que ce serait le gérant de l'église. Il est en train de subir une formation. Il accompagnait son père partout. C'était une formation. D'ailleurs, il a même assisté à l'histoire de Kimiala. Vous le savez bien que moi. Il a été témoin oculaire de cette histoire de Kimiala, où Papa Simon Guimangou est allé surprendre les sorciers. Papa Kisoloke était présent. Papa Kisoloke avait même été jeté comme une pierre avec les bâtons de commandement de l'église que tenait Papa Simon Guimangou. Vous ne savez pas cette histoire? Je pense que les Kimanguis connaissent mieux cette histoire. Papa Kisoloke était jeté comme ça en l'air comme une pierre et il planait comme ça avec les bâtons de commandement. Cette histoire de Mvoila Loulène, vous le savez bien que moi. Donc c'est un peu ça. Moi je pense qu'elle n'est pas reconnaître le mérite politique du travailleur qui était Papa Kisoloke. C'est vraiment une honte pour cette jeunesse. C'est vraiment une honte. Alors un message que vous allez lancer au peuple congolais, en particulier aux kimanguistes, à l'occasion du centenaire sur Papa Kisoloke et surtout de certains ignorants. Merci beaucoup. Moi je pense que les grandes personnes, les grandes figures ne meurent jamais. Ils sont présents à travers leurs idées, à travers leurs réalisations. Cette fête du 12 février 2014, c'est une prise de conscience. Il faut que tout un chacun, à un moment, qui dépose un peu ce qu'il fait et se dit, mais comment? Qui a été vraiment cette personne? Qu'a été cette personne? Qu'est-ce qu'il a fait? Et que dois-je faire pour ne serait-ce que l'approcher? Parce que l'égaler ne serait pas facile. L'égaler ne serait pas facile, mais je pense que nous devons limiter au moins. Alors, vous avez un mot, un dernier mot à tous les téléspectateurs à propos de Papa Kisoloke, une histoire. Ok, moi je pense qu'un dernier mot, c'est vraiment... en cette date de 12 février qui avance, on va fêter ses 100 ans d'existence. Moi je pense qu'il est de devoir de mémoire que l'État congolais fasse quelque chose. Vraiment, on ne peut pas laisser tomber cette personne comme ça. Non, non, non. Il était trop grand pour qu'il soit oublié comme ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle, Papa Ndombassi, vous êtes un musicien kimanguiste, vous êtes également d'ailleurs un directeur de marketing de la société Soquebec. Vous êtes également, je dirais, vous êtes également un chercheur indépendant. Vous êtes fidèle kimanguiste et puis vous avez dirigé l'église kimanguiste en Afrique australe et je dirais précisément en Afrique du Sud. Merci d'être venu à notre invitation. Je sais que c'est pas pour la première fois que, en fait, je dirais c'est pas pour la dernière fois que vous répondez à notre invitation. À la prochaine occasion, nous serons très gentils également de vous recevoir. Merci d'être venu. C'est moi. Merci.